Chloé Ridel, vous remerciez les députés du Rassemblement national qui vont permettre à cette motion de censure du nouveau Front populaire de renverser Michel Barnier? J'ai pas à remercier quiconque ce soir. C'est grâce à eux, si elle passe. J'ai juste à dire aux Français que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on dépose une motion de censure, c'est en l'occurrence parce que nos propositions pour améliorer le financement des services publics, pour la justice fiscale, n'ont pas été entendues. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que je ne crois pas que ce soit Michel Barnier le premier responsable de cette situation. Je pense qu'il est un honnête homme. En tout cas, on peut le croire. Et je pense que le vrai responsable, c'est monsieur Attal et monsieur Wauquiez. Parce que la semaine dernière, quand Boris Vallaud, patron des députés socialistes, est allé discuter avec monsieur Barnier de nos propositions en échange d'une non-censure de notre part. Ce que lui a répondu Michel Barnier, c'est que certaines de nos propositions étaient à son goût, mais ce qui l'empêchait d'y répondre, c'était le refus de le socle commun, donc de monsieur Attal et de monsieur Wauquiez, qui par petit calcul personnel et pour satisfaire leurs ambitions présidentielles, ont préféré se tourner vers l'extrême droite que vers la gauche. Et ce faisant, ils ont obtenu, y compris la censure du RN. Et c'est tout ce que je déteste en politique, moi, cette espèce de cynisme, cette espèce de conviction à géométrie variable pour satisfaire ses propres ambitions. Ils ont oublié ces gens qu'ils avaient été élus avec les voix du Front républicain. Et aujourd'hui, ils nous ont mis dans l'impasse, eux les premiers. Je veux dire quand même la responsabilité ce soir écrasante de monsieur Attal. Guillaume Tabar, la question pour autant, parce que tout le monde dit le gouvernement tombe du fait de la décision du Rassemblement national de censurer. Le Parti socialiste aurait pu décider de ne pas censurer, de rentrer dans une négociation pour précisément, c'est combien, 66 voix 66 députés 66 socialistes. Députés. Si ces 66 députés ne votaient pas la censure, Michel Barnier ne tombait pas. Exactement. Et vous parlez de cynisme. Il y a à tout le moins, alors je vous laisse le mot, mais un paradoxe, disons, à ce que des députés de gauche invoquent régulièrement l'importance d'un front républicain contre le RN et été élus grâce à la mise en place de ce front républicain, mais d'un seul coup, ça ne les gêne pas de constituer un front anti-Barnier avec ces députés du Rassemblement national, lesquels sont indignes de la République dans certains cas, mais qui là deviennent dignes dès lors qu'ils vous permettent de renverser le gouvernement. C'est assez paradoxal d'avoir ce regard à deux voix. Mais ça n'a rien à voir, monsieur, en fait. Si vous voulez, nous déposons une motion de censure parce que nos propositions n'ont pas été entendues. Si le RN décide de voter cette motion, nous ne pouvons pas les en empêcher. Eux, enfin, je veux dire, moi, c'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer de dire que la responsabilité, la situation dans laquelle on se trouve n'est pas de notre fait. Nous avons essayé de négocier, nous n'avons pas été entendus. Et il faut que monsieur Attal, désormais, sorte de son arrogance et voit qu'ils ont été défaits, qu'ils sont passés de 300 députés à 80 aujourd'hui et qu'ils arrêtent de faire la loi et de prétendre faire la loi dans ce pays. Et je pense qu'il faut revenir à la situation de départ que nous proposions en juillet, c'est-à-dire un gouvernement de gauche avec un front républicain à l'Assemblée, un accord de non-censure. Mais là, il faut tourner la page de cette séquence malheureuse où on retiendra en tout et pour tout de ce gouvernement Barnier qu'il a préféré se tourner vers l'extrême droite que vers la gauche et qu'il en est censuré, sans doute dans 48 heures. Chloé Ridel, Guillaume Tabar, je me tourne vers Néla Latrousse. Ce qui est évoqué par Chloé Ridel, c'est effectivement notamment la responsabilité des uns et des autres, ceux-là même qui étaient censés soutenir le gouvernement de Michel Barnier. Ils lui auront pas facilité la tâche. Et au moment où on devra compter les points et les responsables de ce qui arrivera évidemment à Michel Barnier mercredi, la façon dont Gabriel Attal, Laurent Wauquiez auront parfois soutenu du bout des lèvres Michel Barnier, ça comptera aussi. Oui, évidemment, ça coûtera. Et pour tout vous dire, du côté de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national utilisait des arguments, somme toute, pas totalement similaires à ceux de Chloé Ridel, mais effectivement, on pointait du doigt aussi la responsabilité de Gabriel Attal, allant même jusqu'à dire ou jusqu'à imputer au président du groupe Ensemble pour la République la responsabilité des propos qui ont pu être tenus par des ministres comme Antoine Armand, par exemple, chez nos confrères du Parisien il y a quelques jours, lorsqu'il disait qu'il était certes ministre, mais avant tout membre de ce groupe, et que les allègements de charges, ça ne lui allait pas, et qu'il fallait faire attention à l'impôt de trop, allant jusqu'à imputer à Gabriel Attal la responsabilité des propos tenus par Laurent Saint-Martin dans la presse ce week-end, disant qu'il n'y avait plus de concessions possibles. Et du côté du Rassemblement national, on dit c'est Gabriel Attal qui a joué aux apprentis sorciers en agitant comme cela les ministres proches de lui pour faire chuter les négociations et pour au final obtenir la chute de Michel Barnier. C'est ce qui explique a posteriori, ou en tout cas ce qui permet de sourire en lisant le communiqué qui a été écrit par l'ensemble des présidents de groupe et des groupes soutenant Michel Barnier en disant appeler à la responsabilité ce soir, etc. Parce que effectivement, assez vite, ce concept même de ligne rouge en réalité avait été évoqué par un Gabriel Attal lors de ses différentes prises de parole. Je note d'ailleurs
que si l'on voit beaucoup ces députés-là et Gabriel Attal lui-même prendre la parole depuis aujourd'hui, il y en a un qui est particulièrement discret, c'est Laurent Wauquiez, le président du groupe de la droite républicaine, qui s'est contenté d'un tweet, mais qui n'en fait pas non plus de trop dans sa communication depuis quelques heures. Et qui, ces derniers jours, n'a pas frappé les Français par sa façon de défendre ardemment le budget qui avait été construit par Michel Barnier. C'est même un euphémisme. Jean Garrigue, je rappelle que vous êtes historien. On dit c'est la deuxième motion de censure qui devrait être votée depuis le début de la Ve République. Rappelons qu'en 1962, les circonstances n'ont absolument rien à voir. Rien à voir. C'était une motion de censure spontanée, 49.2 et pas 49.3, qui ne suivait pas l'utilisation du 49.3 par le gouvernement de Michel Barnier. Chacun va se renvoyer la patate chaude. C'est un échec collectif pour l'ensemble de nos politiques, à mon point de vue, gauche ou droite confondue. On est dans une situation où on a trois groupes d'importance à peu près égale à l'Assemblée nationale, avec un peu plus d'effet que les autres. Dans ces conditions-là, si vous continuez à jouer le jeu de la Ve République, c'est-à-dire que chacun joue dans son couloir pour essayer de gagner les prochaines élections, vous n'y arrivez pas. Si vous n'essayez pas de vous adapter à ce qu'est une situation de Troisième ou de Quatrième République, c'est-à-dire à faire des compromis, c'est-à-dire à fracturer l'un des trois groupes pour que tout ou partie de l'un de ces trois groupes puisse s'allier à un autre, vous n'y arrivez pas. Et ce qui se passe là devait de toute façon arriver. Effectivement, comme vous l'avez dit, Michel Barnier, c'était finalement peut-être l'homme idéal dans une situation de ce type pour essayer de créer un peu de compromis, faire cette révolution culturelle qui me semble aujourd'hui indispensable et je pense que les Français attendent, mais décidément, personne ne le comprend. On a vu ce qui s'était passé au sein même du socle commun. On a vu que les socialistes n'ont pas souhaité reproduire ce qu'était le Front républicain. On a vu que le Rassemblement national joue en permanence l'épée de Damoclès et au prix de ce qui va être une crise dans la crise. Moi, je pense qu'il y a une irresponsabilité collective de tous nos élus aujourd'hui. Et rappelons qu'en 1962, la motion de censure était déposée à la suite de la décision du général de Gaulle d'inscrire l'élection du président au suffrage universel dans la Constitution. Sauf que le général de Gaulle avait la possibilité de dissoudre. Et absolument. De une nouvelle il a dissous ce qu'il a fait. Et Georges Pompidou a été renommé à Matignon. Allons faire un détour par l'Assemblée nationale, retrouver Pierre Barbin. Pierre, pour que vous nous expliquiez la façon dont, dans les jours qui viennent, cela va se passer. Les deux motions de censure ont été déposées, celle du Rassemblement national, celle du Nouveau Front populaire, et elles devraient être examinées dans les jours qui viennent. Exactement. D'abord, deux motions de censure déposées. L'une par la France Insoumise au nom du Nouveau Front populaire. La seconde par le Rassemblement national. Disons-le tout de suite, celle-ci n'a aucune chance d'aboutir parce qu'on sait qu'elle ne sera pas votée par les députés de gauche. À l'inverse, on sait que les députés du Rassemblement national voteront la motion de censure déposée par le Nouveau Front populaire. Avant cela, ces deux motions de censure seront examinées pendant 48 heures avant un vote donc qui aura lieu mercredi ici à l'Assemblée nationale. L'issue ne fait aucun doute, on le sait, le gouvernement va tomber. Michel Barnier ne sera plus Premier ministre en milieu de semaine. Voilà ce que l'on peut dire, moins de 90 jours après son arrivée à Matignon. Ce qu'il a dit, le Premier ministre, à la tribune lors du déclenchement de l'article 49.3, c'est un moment de vérité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Message envoyé à tous les députés de l'Assemblée nationale qui doivent désormais donc statuer sur ces deux motions de censure mercredi. Pierre Barbin en direct de l'Assemblée nationale avec Aristide Saadna. Guillaume Tabar, il se passe quoi maintenant ? Il se passe quoi mercredi quand Michel Barnier n'est plus Premier ministre ou du moins est Premier ministre chargé d'expédier les affaires courantes ? D'une part, la composition de l'Assemblée nationale ne sera en rien modifiée. On aura toujours trois ensembles de taille inégale. Un groupe le plus nombreux qui est celui de la coalition socle commun sortante. Un groupe composé par le Nouveau Front populaire et un groupe composé par le Rassemblement national et les amis d'Éric Ciotti. L'équilibre, il ne sera modifié en rien. Ce qui n'avait pas abouti la première fois, à savoir qu'un gouvernement issu de la gauche puisse avoir une majorité, n'a pas de raison de se produire aujourd'hui. Donc ça, la donne, elle est intangible. Maintenant, il y a un homme qui va devoir décider, c'est le président de la République. C'est à lui que revient la nomination d'un Premier ministre. À la fois, il est libre de son choix. En même temps, il faut qu'il tienne compte de ses contraintes. On avait vu comment, au mois d'août et en septembre, il avait eu du mal à trouver quelqu'un. Il avait testé différentes hypothèses.
des politiques comme Xavier Bertrand ou Bernard Cazeneuve, des non-politiques comme Thierry Baudet, pour finalement trouver la solution Michel Barnier qui semblait la mieux à même de rassembler ou la moins quelqu'un. pire, dirons. La moins pire, enfin en tout cas celle qui semblait pouvoir le mieux tenir. Bon, cette solution s'effondre, mais je ne vois pas qu'aucune solution qui avait été évoquée à l'époque soit davantage capable de tenir. Donc j'ai pas ma réponse alors, il se passe quoi? Non, mais parce que personne ne l'a la réponse, y compris Emmanuel Macron. Et c'est ça le problème, c'est que on est parti pour une crise qui peut durer longtemps. Chloé Ridel, juste une question parce que pour là encore planter le décor sur ce qui se joue à gauche. On a entendu ces derniers jours Boris Vallaud, le président des députés socialistes à l'Assemblée nationale, parler d'un accord de non-censure. France Insoumise a hurlé en expliquant que c'était le début d'une coalition avec le socle commun. Est-ce qu'il pourrait y avoir, une fois Michel Barnier tombé, un accord de non-censure avec des macronistes pour, au fond, essayer de fixer une perspective pour les prochaines semaines? Mais moi, je souhaite qu'il y ait un accord de non-censure, parce que, comme vous le disiez justement, l'Assemblée nationale ne va pas changer, elle va rester ce qu'elle est, au moins jusqu'à la prochaine. Donc des négociations avec les macronistes. Donc il faudrait qu'il y ait, moi, ce que je souhaite, qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire minoritaire avec un front républicain à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est à court terme. Et pardon de vous dire que ça n'est pas ça qui va régler la crise profonde que traverse notre pays. Et cette crise politique est qu'une crise des institutions en réalité. Donc si on veut régler le problème sur la durée, je pense qu'on a besoin d'un choc démocratique, ce que pourrait commencer à faire un prochain gouvernement de gauche, parce que si vous regardez les majeures crises qui ont traversé la société française les dernières années, des gilets jaunes, à la crise des agriculteurs, aux émeutes, à celle des retraites, ce sont toutes des crises démocratiques. Ce sont toutes des crises où il y a une demande qui s'exprime. Et donc on voit bien que l'Assemblée nationale et tous les gens qui y sont et qui sont obsédés par leur destin présidentiel ne peuvent plus arriver à régler les problèmes qui sont ceux des Français. Il faut élargir, et donc c'est la proportionnelle, c'est le recours au référendum, c'est une forme d'imagination avec du tirage au sort, c'est le retour des cahiers de doléances, la réouverture des cahiers de doléances. Non, mais c'est important de dire tirage au sort de qui? Du Premier ministre? La crise politique qu'on traverse est une crise des institutions et qu'il va falloir réfléchir à la façon dont on élargit la démocratie au-delà de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et qui ne permet plus aujourd'hui de régler les conflits qui traversent. Il y a la question de la crise démocratique qui, de fait, existe, mais de façon plus terre-à-terre, dans le choix politique qu'aura à faire le président de la République. Quelle solution permet de débloquer? On est dans une sorte de Rubik's Cube. C'est-à-dire que vous nommez un Premier ministre qui est plus à gauche, vous risquez de perdre la droite, et donc au fond, il y a une majorité pour censurer. Vous nommez un macroniste, ils vont dire c'est un retour avant la dissolution. Vous nommez une personnalité technique, il y aura toujours quelqu'un pour dire mais il n'y a pas de technique, c'est toujours du politique. Qu'est-ce qu'on fait? Il y aurait eu une logique politique, puisque au deuxième tour des législatives, la victoire était celle du Front républicain. Le problème, c'est que dans ce Front républicain, il y a une force qui s'appelle la France insoumise et qui ne veut pas gouverner avec les autres forces de ce Front républicain. Donc, essayons peut-être de faire un Front républicain hors France insoumise. Je suis pas sûr que, pour des raisons électorales, leurs partenaires le souhaitent. Je suis d'accord sur la nécessité d'un choc démocratique aujourd'hui. Je pense que c'est pas tellement un choc institutionnel, mais un choc des pratiques institutionnelles. Mais ça revient finalement au même. Ça, c'est une certitude. Pour les solutions, il pourrait y avoir éventuellement, moi je trouve, une des solutions intéressantes, ce serait précisément d'essayer de négocier, un peu comme l'avait proposé Boris Vallaud, d'essayer de négocier de la non-censure avec éventuellement un gouvernement technicien qui pourrait durer jusqu'à la prochaine dissolution. Sachant que la prochaine dissolution ne nous garantit pas d'avoir une nouvelle majorité qui en sorte. Néla Latrousse, singularité du moment, c'est que pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, celui qui va devoir, comme le disait Guillaume Tabar, prendre cette décision, qui n'a sans doute pas encore tout à fait l'idée de ce qu'il va faire, est en Arabie Saoudite, avec des ministres. Absolument. Qui seront peut-être partis ministres et qui reviendront en étant ministres démissionnaires. C'est la beauté effectivement du moment. On peut citer dans sa délégation notamment le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, la ministre de la Culture Rachida Dati ou encore la ministre de l'énergie et de l'écologie Agnès Pannier-Runacher, qui effectivement font partie de la délégation. Emmanuel Macron qui est censé rentrer mercredi. Est-ce que d'ici là la motion de censure aura été votée? Est-ce qu'au moment où ils atterrissent à Paris, ils sont encore ministres? C'est toute l'incongruité du moment. Je vous entendais dire, est-ce que Michel Barnier peut être renommé par Emmanuel Macron?
constitutionnellement, oui. Mais ce serait Politiquement, ça peut être absurde. Non, mais la question, c'est aussi de se demander, est-ce que Michel Barnier, dans ce cas-là, peut accepter, lui que l'on présente comme étant un homme orgueilleux, de retourner aux affaires, puisque, encore une fois, quelle que soit la figure qui sera choisie, il faudra de toute façon reprendre un budget. Et quelle sera la ligne de conduite édictée par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il demandera, par exemple, au prochain Premier ministre de céder sur les lignes rouges du Rassemblement national? Auquel cas, j'ai du mal à voir un Michel Barnier qui aura été intransigeant et qui aura dit on arrête la négociation à ce point-là, revenir en acceptant d'avaler son chapeau une fois de plus et d'accepter, par exemple, sur la désindexation des retraites, de faire un geste supplémentaire au Rassemblement national. Il y a cela aussi dans le prochain Premier ministre qui sera choisi. Quelle ligne est fixée par Emmanuel Macron sur le Rassemblement national? Je vous rappelle que en août-septembre dernier, Xavier Bertrand était sur le point d'être nommé Premier ministre. Et sauf que Marine Le Pen a dit, absolument, disant je vote la censure, qui a scellé son sort. Guillaume Tabar, ce qui est arrivé, et cette censure quasi certaine, pour ne pas dire certaine, de mercredi, est-ce que c'est aussi la sanction de la méthode Barnier, d'un Premier ministre qui aura été trop raide, pas assez à l'écoute des desiderata, notamment du Rassemblement national, et qui, effectivement, sera arrivé en disant « Moi, je préfère être impopulaire qu'irresponsable ». À la fin, il est impopulaire, il est plus Premier ministre. Oui, mais je pense que sur ce qui s'est passé aujourd'hui, en tout cas, la responsabilité revient plus à Marine Le Pen qu'à Michel Barnier. Pourquoi est-ce que... Elle prend un risque politique? Oui, parce que pourquoi Marine Le Pen a mis en avant un certain nombre de lignes rouges. Bon, elle les a rappelées, etc. Bon. Que dit-elle dans son interview à la Tribune dimanche? Elle rappelle un certain nombre de lignes rouges. Et elle dit, bon, mais bien, si Michel Barnier nous écoutait sur le déremboursement des médicaments ou sur la désindexation des retraites. Elle dit ou. Oui. Elle ne dit pas et. Alors, pour être précis, certains au Rassemblement national expliquaient que c'était une erreur. En tout cas, dans une interview qu'elle a prononcée et qu'elle a à la Tribune dimanche et qu'elle a sans doute relue, elle dit explicitement où. Et Michel Barnier, on s'en rend pas compte, mais a fait un pas très important aujourd'hui, puisqu'il fait un communiqué. C'est-à-dire que lorsqu'il avait concédé le geste sur la taxe sur l'électricité, il avait dit qu'il faisait ce geste. Pour tout le monde. Il n'avait pas voulu l'accorder au Rassemblement national. Or là, il fait deux choses importantes. Un, il répond explicitement à une demande du RN sur les médicaments. Et deux, dans son communiqué, il dit bien que c'est à la suite d'un échange téléphonique avec Marine Le Pen et en raison d'une demande qu'elle fait, qu'il lui accorde ça. C'est important parce que Michel Barnier, qui avait tardé à le faire, a finalement reconnu, et je pense que c'était un geste important, le Rassemblement national comme un acteur normal du jeu politique. Elle aurait pu topper là-dessus. Et je pense qu'elle pouvait empocher de victoire. Elle pourrait dire, voyez, j'ai contraint le gouvernement à céder sur ces points-là. Elle empochait le point symbolique. Elle a voulu aller un peu trop loin. En gros, elle s'est dit, tant que je gagne, je joue. À chaque fois qu'elle disait quelque chose, Michel Barnier disait oui. Elle a retenté un coup de plus sur les retraites. Cette fois-ci, il a dit non. Jean Garrigue? Moi, il me semble que pour un certain nombre d'électeurs de droite ou de centre-droit qui auraient pu être tentés de suivre la stratégie de dédiabolisation, la stratégie de la cravate du Rassemblement national, les choses sont claires aujourd'hui. Et on voit bien que le Rassemblement national, il a choisi de rajouter de la crise à la crise. Oui, sauf que Jean Garrigue, est-ce que les Français imputeront cette crise au Rassemblement national ou au président de la République? Dans les sondages, c'est plutôt au président de la République qu'on impute cette crise. Par ailleurs, j'ajoute juste un point, mais du côté du Rassemblement national, un certain nombre de députés nous disaient cet après-midi, oui, mais que se passe-t-il si nous ne votions pas la censure, que tout le monde disait le budget a été adopté avec l'assentiment du Rassemblement national et qu'il y avait une crise sociale au printemps prochain? Oui, alors non, mais ça, moi, je suis pas là pour défendre ou attaquer le Rassemblement national. C'est une contradiction saine. Mais pour constater, voilà, très clairement, la censure. La gauche avait dit d'emblée qu'elle voterait la censure parce qu'elle pas d'emblée. On l'a déposé après. Pas cautionner un ministre de droite, etc. Ok. Mais le Rassemblement national qui a joué sans arrêt comme ça de cette menace, de cet ultimatum, aujourd'hui, il fait ce choix. Il faut que ça soit clair vis-à-vis de l'opinion publique et de leurs électeurs. Merci beaucoup, Chloé Ridel, Jean Garrigue et Guillaume Tabar d'avoir été avec nous dans cette édition spéciale.